On a eu l'opportunité d'ouvrir notre première vraie boutique physique dans l'ancienne piscine du Lutetia. Et du coup, ça nous est apparu comme une évidence à l'époque de l'appeler de la piscine, étant dans une ancienne vraie piscine. En interne, c'est pas toi qui vas directement dealer avec les marques. On est moins cher que la marque officielle. On a un responsable des achats qui gère ça, il a ses contacts, c'est des gens qui font confiance qu'à lui. C'est pour ça aussi qu'on a des pièces rares et uniques que les autres n'ont pas. Ramener 1 million de personnes sur un site qui ne fonctionne pas, le chiffre d'affaires restera toujours de zéro. La seule contrainte, ça va être une contrainte entre guillemets de temps, c'est-à-dire que le stock va rentrer, il va falloir vite le prendre en photo et vite l'envoyer après, enfin l'informatiser et l'envoyer dans nos magasins. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Bruts e-commerce. Cette semaine, je suis avec Charles, responsable e-commerce chez La Piscine. Comment tu vas ? Bonjour, très bien, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Écoute, c'est un grand plaisir partagé, évidemment. On a un programme qui est très intéressant comme à chaque fois. On l'a découpé, on l'a préparé comme un menu au resto. On va commencer par parler un peu de la genèse de La Piscine que tu as rejoint en 2013. C'est ça, 2013. Ouais. Voilà, avec le démarrage de site e-commerce en 2014, parce que tu es arrivé sur un terrain vague. Enfin, il n'y avait rien. Un terrain vide, Ouais. et où il a fallu effectivement tout construire. Donc dessiner les premières étapes, tout ce dont on avait besoin pour mettre en place et démarrer le projet, quoi. Ouais, et donc ça, je pense que ce sera très intéressant de revenir dessus, puisque du coup, tu l'as pris depuis zéro jusqu'à... Enfin, aujourd'hui, La Piscine fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est C'est ça. un chiffre d'affaires global qui n'est pas que e-commerce. Non, ouais, bien sûr. Donc on va parler de ça, on va parler des petits débuts qui, en fait, mine de rien, à partir d'un terrain vague, c'est un peu dur quand on structure au démarrage. C'était un peu chaotique, comme tu l'as qualifié au début. Après, écoute, on a 3 grands sujets. Quand je t'ai demandé en fait tes leviers de croissance, tu les as un peu regroupés indirectement dans 3 catégories. La première chose, c'était l'animation en fait de votre calendrier commercial, donc l'offre qu'on peut qualifier très simplement. Ensuite, la partie CRM avec vos clients. Et enfin, comme une partie qui est aussi sur l'offre, mais pas dans la promotion, etc., c'est sur les marques en fait que vous proposez, qui a quand même un gros impact sur votre croissance ou pas. Donc, beaucoup de choses à traiter ensemble. Parce que tu fais aussi évoluer tout ça. Bon, la dernière étape du sommaire, après, on rentre dans le dur, je promets, avec une équipe très restreinte et un fonctionnement qui est assez spécifique. Bref, je te laisse te présenter, Charles, nous présenter La Piscine. Je me tais. Charles Atuil, donc 33 ans, donc responsable e-commerce pour La Piscine Paris. Moi, pour la petite histoire, donc j'ai démarré chez La Piscine Paris en alternance tout d'abord pendant mes études entre 2008 et 2010, où j'étais responsable adjoint d'une boutique. Maintenant, étant école de commerce, tout ça, et ayant quand même un attrait, c'est de ma génération pour la numérique, le 2.0. Du coup, j'ai beaucoup répété pendant ces 2 années qu'il était dommage que La Piscine n'ait pas du tout ne serait-ce qu'un site vitrine, une page Facebook ou quoi que ce soit, pour relayer les informations, pour diriger du monde dans nos boutiques. Comme j'expliquais tout à l'heure, on avait pas mal de journaux qui s'intéressaient à nous, des blogs, ce genre de choses, mais on n'avait vraiment rien pour relayer l'information. Donc j'ai beaucoup répété pendant ces 2 années que selon moi c'était dommage. Et du coup, à la sortie de mes études en 2013, on m'a proposé de rejoindre La Piscine pour créer et gérer la partie e-commerce, donc tout l'aspect digital pour La Piscine. Où, comme tu le disais tout à l'heure, on est parti d'une feuille blanche et où il a fallu tout dessiner, tout penser et créer pour proposer une offre commerciale sur la toile et du coup pour rajouter, si je puis dire, un point de vente d'un point de vue digital et puis pour relayer les informations de La Piscine. Donc ça s'est fait après en 2 temps. On a d'abord lancé très rapidement un site vitrine pour déjà bloquer le nom de domaine, pour dire voilà, La Piscine est dans se lance. On est là, on est dans le digital, on est présent. Et ensuite, donc en parallèle, on a construit le site e-commerce. Et en 2014, le premier site de vente en ligne de La Piscine Paris a vu le jour. Ok. Parce qu'à la base, en fait, l'ADN de La Piscine, c'est un ADN physique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez c'est 9 boutiques, c'est ça ? C'est ça. Là, on vient d'ouvrir la 9e boutique au passage du Havre, centre commercial de la gare Saint-Lazare, qui elle est une boutique éphémère. Et on a donc 8 autres boutiques Paris. Ok. Et donc, pour la petite histoire, le nom de La Piscine, tu peux nous raconter d'ailleurs, je te laisse. Bien sûr, ouais. Alors La Piscine, en fait, c'est né comment ? Alors La Piscine, on a eu l'opportunité d'ouvrir notre première vraie boutique physique dans l'ancienne piscine du Lutetia.
où on avait conservé le bassin central, on a reconstitué, on a mis du sable, des transats, des parasols. Donc on a vraiment habillé tout le bassin central et nous on exposait sur les coursives, surtout autour du bassin. Il a fallu du coup trouver un nom assez rapidement, il a fallu donc tout mettre en place très très vite. Et du coup, bah, ça nous est apparu comme une évidence à l'époque de l'appeler La Piscine, étant dans une ancienne vraie piscine. On s'est lancé sous ce nom-là et le concept a vraiment bien marché dès le lancement. Ça a été vraiment un vrai succès. Et du coup, bah, le nom, on l'a gardé et on en a ouvert une, deux, trois, quatre et ainsi de suite. On a été, comme je te disais tout à l'heure, aussi implanté en Belgique. On a eu 2 boutiques en Belgique. Maintenant, on n'y est plus, mais voilà, on y a été. Et donc voilà, on a grandi comme ça, du coup, avec ce nom-là qui nous est resté et surtout avec une identité graphique qui est la mosaïque, Hmm. parce que le mosaïque de la piscine, et c'est vrai que c'est un élément visuel qui parle beaucoup à nos clients et qui interpelle vachement. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça nous est utile parce que quand quelqu'un voit la mosaïque, très souvent, il pense à la piscine. Et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. Alors, comment tu t'y es pris, toi, pour digitaliser cette affaire qui était déjà bien implantée et qui commençait à être identifiée à l'époque où tu es arrivé, quand même? Alors, il a fallu construire un peu déjà enfin, même l'aspect logistique, comment on va entreposer, comment on va mettre les pièces en vente, comment on va les photographier, comment on va construire l'offre, enfin voilà. Il a fallu vraiment, il y a eu une vraie phase de calibrage où il a fallu penser un peu à tout ça, donc pour tout mettre en place, quoi. Et je sais pas, ça, Ouais, bah écoute, si tu veux, tu peux. Enfin, je peux te relancer un petit peu sur le détail, façon de ce que tu racontes. Tu disais la façon de. Enfin, c'est quoi les réponses que tu as apportées à ces questions-là? Les réponses de. Tu disais comment tu photographies les gens, etc. ouais. Genre, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu as appris? Alors du coup, bon, au début, comme je disais, moi je me suis lancé, j'avais un webmaster et moi, on n'était que deux, donc c'est pour ça que je disais que j'ai repris le terme chaotique, parce que c'est vrai que c'était compliqué. C'est ce que je t'expliquais aussi un peu tout à l'heure, c'est que sorti des bancs de l'école, tu apprends plein de choses à l'école, c'est vachement bien. J'incite tout le monde d'ailleurs à faire de bonnes des études, mais la réalité du terrain, elle est toujours un peu différente. Et quand je me suis retrouvé du coup face à ce projet qu'il fallait mettre en place, c'est vrai que c'est jamais facile. Tu sors de l'école, t'as pas l'expérience, t'as pas le recul, c'est pas évident. Mais voilà, on a trouvé des solutions. Alors au début, pareil, hein, on a acheté un appareil photo, alors on shootait au début sur du Goss, du mannequin transparent, et ensuite on délocalisait les retouches photos. On faisait des tourées et on me renvoyait moi les photos traitées. Donc moi je prenais les photos, je les envoyais à un prestataire à l'étranger qui me renvoyait les photos détourées et c'est moi qui les insérais, c'est moi qui faisais les descriptions des produits, la mise en valeur de l'offre, les offres commerciales, etc. Là, même d'un point de vue logistique, c'est-à-dire qu'il a fallu trouver des solutions pour s'implanter dans un entrepôt déjà existant qui tourne pour les boutiques physiques. Donc il a fallu trouver une petite place dans cet entrepôt, se dire voilà comment on va identifier les stocks qui sont sur le e-commerce et non pas en boutique, comment retrouver facilement ces produits, comment les identifier pour retrouver facilement. Donc voilà, il a fallu penser un peu à tout ça et puis comme je te disais, voilà, on s'est entouré d'une entreprise externe pour certaines choses, pour le détourage de photos par exemple, et puis le reste. Ok. On a fait des tests, hein, on a mis en place des choses. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Comment on peut l'améliorer? Et puis avec le temps, on améliore les choses, on peaufine quoi. Au début, on s'est lancé vachement comme ça. On s'est dit, il faut lancer, on y va, on met ça en place, tac, tac, tac. Et après, avec le temps, on peaufine, on améliore, on essaie de trouver des solutions palliatives. Comme je t'expliquais, nous, quand on faisait détourer les photos à l'étranger, c'est vrai que des fois, c'était pas livré forcément en temps et en heure. On avait des contraintes de décalage horaire, on avait ce genre de choses. Donc, à un moment donné, c'était pas, je pense, la bonne solution. Donc, il a fallu trouver d'autres solutions. Et ça a été un peu comme ça pour tous les points. Du coup, on a été en avançant step by step. Et puis voilà. Et vous avez commencé sur Magento, ce C'est qui ça. s'avérait pas être un bon choix après. Avec le recul, moi j'estime que c'était pas forcément le choix le plus judicieux. Parce Ouais. que je pense que c'était peut-être un peu. C'est un peu comme je pense donner une voiture un peu trop puissante à quelqu'un qui vient d'avoir le permis.
Je pense que c'est bien qu'ils se fassent la main déjà sur un peu plus bas de gamme, enfin pas bas de gamme, mais un peu plus accessible. Et je pense qu'effectivement, ouais, je pense pas que c'était forcément le bon choix avec le recul. On est resté, je crois, à peu près un an sur du Magento. Ça a été quoi le problème concret en fait de... On avait pas mal de problèmes sur la technique et moi le premier, la gestion sur un Magento, elle est beaucoup plus compliquée que la gestion sur un PrestaShop. Et à l'époque, c'est vrai, enfin voilà, on avait en plus deux sites marchands reliés sur un Magento et pour la gestion, enfin à mon niveau, sortie d'école, arrivé comme ça sur le terrain, c'était un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué et c'est vrai que quand on est passé sur du PrestaShop, alors je dis pas forcément que c'est la solution révolutionnaire et que tout le monde doit passer sur du PrestaShop, mais c'est beaucoup plus facile en termes de gestion. Voilà, je pense que, enfin, pratiquer un PrestaShop est beaucoup plus facile que pratiquer un Magento. Maintenant, avec le recul, tu me dis voilà, on va repasser sur un Magento. J'ai pas de problème. Je pense qu'on est aujourd'hui qu'on peut le faire, il y a pas de problème. Mais au lancement, je pense que c'était un peu précoce. Ouais. Ok, d'accord. Donc la première étape, c'était d'avoir si je comprends bien, un site fonctionnel avec des trucs, bon, les bonnes photos, juste un truc nickel, les fiches C'est produits, ça. un truc Ouais. commercialisable, quoi. C'est ça, un truc voilà, où on pouvait mettre en vente les premières pièces, où on pouvait montrer que la piscine était également en ligne, parce qu'on avait aussi une problématique, c'est que en fait, toutes nos boutiques aujourd'hui sont dans Paris. Donc toutes les personnes qui passent de province ou d'étrangers, des fois nous voulaient acheter une pièce qu'ils ont vue, mais on n'était pas en ligne, donc il est impossible pour eux de commander. Et c'est vrai que ça a été aussi une de mes motivations, je me dis, il faut le faire parce que toutes les personnes qui sont intéressés par nos produits mais qui n'habitent pas Paris ne peuvent pas consommer chez nous. C'est dommage. Donc, pour moi, c'était vraiment de mettre en ligne ce site qui soit praticable, qui soit joli, qu'on puisse prendre des commandes. Et ensuite, voilà, on voit, ça fonctionne, on a pris une de 10 commandes, ok, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui ne va pas, et d'avancer comme ça, étape par étape. C'était un peu le plan d'action. Ouais. Ça a été quoi du coup parce qu'en fait là, mine de rien, ce dont on se parle, c'est 2014 en fait. Ouais. 2014, peut-être bon, sur la suite des chantiers PrestaShop, je sais pas si ça a dû venir un peu C'est 2015. venu 2 ans après, je Ok, crois, donc 2016. ok. Donc entre 2016 et aujourd'hui, Ouais. ça a été quoi les grands chantiers sur l'e-commerce pour faire grossir ce site? Alors il a fallu, pardon, comme je te le disais, il a fallu déjà mettre d'équerre, je pense, toute la partie technique Ouais. pour nous. C'était capital, enfin pour moi en tout cas, c'était capital parce que j'essaie toujours de me mettre à la place du client et je me dis qu'un client enfin un site qui rame, un site où tu trouves pas l'information tout de suite, un site où c'est pas forcément joli, où tu te reflètes pas tout de suite dedans, tu t'en vas et tu ne reviens pas. Aujourd'hui, il y a des millions de concurrents, il y a enfin, tu veux t'acheter des fringues, il y a des dizaines et des dizaines de sites. Donc, tu trouves pas l'information tout de suite. Si le client trouve pas l'information tout de suite, il va ailleurs et tu as de grandes chances de jamais le revoir. Donc pour moi, on va passer sur un Presta, on va remettre la technique d'équerre, que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas de clients qui n'arrivent pas à finaliser la commande, ou que le site crache à un moment donné parce qu'il y a trop d'affluence, etc. Donc c'était vraiment de mettre un site stable, d'équerre, et ensuite petit à petit, de lui donner une image qui reflète au mieux les marques que l'on propose, nos boutiques physiques, voilà, le côté haut de gamme des produits qu'on propose. Donc il a fallu un peu jongler avec ça, mais je mettais quand même un point d'honneur sur la technique qui pour moi... Alors après, est-ce que c'est de par ma mauvaise expérience du démarrage, je ne sais pas, où j'ai été un peu traumatisé, on va dire, par la technique. Mais en tout cas, ouais, j'ai mis un point d'honneur à ça parce que, encore une fois, un client qui est intéressé par tes produits, qui a envie d'acheter, s'il n'y arrive pas, c'est se tirer une balle dans le pied et c'est quelqu'un que tu reverras pas. Ouais, parce que toi en fait t'arrivais avec une marque qui était déjà établie, c'est-à-dire que tu avais déjà de l'intérêt pour ton site, tu n'avais pas besoin de, quand tu te lançais de zéro, de générer du trafic sur ton site et ensuite bon donc ça devient souvent ta priorité en fait au démarrage de Ouais, ramener du nous trafic. on avait nos clients boutiques qui de Voilà. toute façon venaient sur le site, on a commencé à placarder partout le site sur nos vitrines, etc. Donc du trafic au démarrage, il y en a eu et on n'était pas forcément dans une optique de se dire bon, faut aller chercher là tout de suite plus. Non, on était dans une optique où il faut prendre des commandes en ligne et toucher les clients de province et à l'étranger. Et c'était vraiment sur ça qu'on s'est appuyé pour lancer le projet. Ouais.
Aujourd'hui encore, tu continues à faire des optimisations régulièrement sur le Ouais, site? tous les jours presque. De quel ordre, quel type par exemple? De modifications techniques, tu veux dire? Ouais, Bah là, par exemple, on travaille sur une nouvelle refonte de notre Presta. On travaille aussi sur un nouveau, enfin, on veut tester un nouveau serveur pour améliorer la vitesse du site ouais. essentiellement. Il y a certains moments où le site est, à mon sens, un peu trop long en vitesse de chargement. On aimerait à terme peut-être proposer, enfin faire aussi un peu un corner marketplace, proposer aussi des produits qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui, comme ça, pour pouvoir toucher aussi d'autres gens et leur proposer plus de produits. Non, il y a pas mal de projets. On veut aussi créer une passerelle entre notre système de caisse en magasin et notre e-commerce Ah, la pour fameuse. la fameuse, Ouais. voilà. Donc tout ça, c'est les sujets qui sont en cours. Euh, et puis après, du débugage classique de modules ou des choses comme ça, ou de la petite personnalisation de modules qui est conçue pour réaliser une tâche, mais que nous, on voudrait légèrement modifier ou changer. Ça peut être juste changer l'esthétique ou ça peut être changer légèrement une fonctionnalité ou quelque chose comme ça. Ok. Parce que ce qui est surprenant et intéressant à la fois pour moi de t'avoir dans ce format-là, c'est que souvent je discute avec des gens pour lesquels le problème numéro un de leur e-commerce, c'est ramener plus de trafic sur leur site. Et donc, on parle canaux d'acquisition. Toi, en fait, la problématique faire grossir ton e-commerce, c'est globalement rendre ton site plus performant. Alors ça a été beaucoup, ouais, c'est ça, ça a été beaucoup de rendre mon site plus performant parce que j'avais déjà du trafic. Ouais, Donc c'était beaucoup ça. Après, comme je t'expliquais aussi dans notre préambule, quand on a fait une refonte d'un prestat à un autre prestat, on a perdu pas mal en référencement. Et ouais, là, du coup, c'est devenu ma problématique. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect technique, qui était lui redevenu assez stable, on a eu cette perte de trafic qui pour moi était dramatique. Donc il a fallu vraiment aller recapter du client, quoi. Donc c'est vrai que c'est une problématique. On cherche tous à générer enfin, un maximum de clients sur notre site. Mais moi, au début, ouais, comme je te disais, voilà, moi, au début, c'était plus l'aspect technique parce que ramener 1 million de personnes sur un site qui ne fonctionne pas, le chiffre d'affaires restera toujours de zéro. Alors que si tu as un site qui fonctionne, mais que tu as que, je sais pas, 500 clients, ben là, tu vas quand même pouvoir transformer. Donc, j'ai pris le problème un peu à l'envers peut-être, mais je me suis dit, réglons la technique, faisons un site stable qui fonctionne, qui est ergonomique, qui marche impeccable. Et ensuite, derrière, allons chercher davantage de clients. Mais on a déjà ce petit noyau de clients fidèles, réguliers qui est là. Donc déjà, rendons la vie plus facile à ces gens-là qui naviguent sur nos sites. Et derrière, allons capter plus de clients. ok. Tu disais juste avant que vous bossez actuellement sur un sujet de refonte Ouais. du site. C'est quoi les éléments qui t'ont fait prendre la décision, ou alors toi et ton équipe, de retaffer ton site internet? En fait, bon, on s'est rendu compte, bon, déjà, que les modes et les designs changent beaucoup. Tout va très vite. Donc, nous, mine de rien, cette version-là, elle a maintenant 2 ans. Hmm. Donc, mine de rien, ça avance, ça évolue, ça change un peu. Je pense que de toute façon, il est toujours important et intéressant de faire évoluer un site. Un client qui vient régulièrement, et on a beaucoup de clients réguliers, un client qui vient régulièrement, s'il voit tout le temps le même design, la même présentation, tout ça, il peut se lasser. Il peut se dire, bon, bah, au final, c'est la même chose. Enfin, il n'y a pas, il y a pas forcément grand-chose qui change. Voilà. Pour lui donner envie d'aller voir plus loin, je pense que c'est important de lui montrer des modifications. Alors voilà, on change très régulièrement nos visuels, nos sliders, nos bannières, etc. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important d'évoluer avec son temps, de proposer des nouvelles fonctionnalités qu'il n'y avait pas forcément il y a 2 ans, ou un nouveau design, ou une nouvelle identité, un peu retravaillée, parce que bah, nous, notre société évolue, les modes de consommation évoluent, les clients évoluent, la vie évolue, donc il faut savoir évoluer avec elle, et voilà. Donc c'est pas venu d'un problème dur, personne convertissait, ou alors votre site, tout le monde Non, disait non, qu'il non, était non, moche. non, non, non. Autant le Magento, on l'a quitté parce que c'était pour un de ces problèmes-là. Ouais, Autant d'un PrestaShop à un autre, on a changé parce que bah, ça faisait quand même pas mal d'années, que c'était un peu vieillissant, qu'il fallait redonner un petit coup de peps, voilà. Autant là, on y travaille juste pour, voilà, pour améliorer un peu, bah, comme je te disais, le design, montrer un peu de changement. Et puis, bon, bien que ce soit deux sujets un peu différents, mais passer aussi, comme je te disais, sur un nouveau serveur, avec une nouvelle interface, avec, voilà, évoluer, continuer d'évoluer pour le client et pour nous, nos problématiques. ok.
Sur le sujet serveur en particulier, c'est intéressant. J'ai jamais eu l'occasion d'en discuter, donc Ouais. je suis content que tu m'en parles. Vous passez par des prestats classiques, genre AWS. Ouais, enfin, c'est Ouais. pas eux, mais oui, on passe par des prestataires. Nous, Ok. on passe par Magic Online. Alors, c'est celui que vous allez prendre ou celui que vous êtes en train de changer? Non, Magic. Alors, on pense pas on va pas forcément changer d'hébergeur. Ah, Enfin, tu viens en prendre plus. mais voilà, on va changer le paramétrage. Ouais. On va changer les paramétrages parce que bah, nous aussi, le trafic a évolué. En fait, étant un outlet store, faisant du déstockage, on a beaucoup de références de produits. Ouais. Qui dit beaucoup de références dit beaucoup de photos. Qui dit beaucoup de photos dit bah, un serveur qui est très chargé. Et un serveur chargé, bah, il faut savoir l'optimiser, il faut des fois modifier un peu la machine, il faut des fois changer Enfin, c'est un peu comme la mécanique, Ouais. changer un moteur, changer un truc pour que ça tourne mieux. Ok. Et c'est quoi les grands paramètres d'un serveur? Voilà, c'était très technique là. Non, mais je veux dire, juste parce que en fait, tu dis changer le paramétrage pour que ça aille plus vite. Ouais. C'est quoi? C'est payer plus cher pour avoir. En fait, je suis nul en serveur, donc je Je sais suis pas te très poser les doué bonnes non questions. plus. Je te cache pas que je suis pas très doué non plus, mais alors c'est pas forcément. Tu peux payer plus et avoir plus de mémoire. Tu Ouais. peux voilà. Maintenant, tu as aussi et là, pour le coup, c'est très technique et je ne saurais pas forcément aller dans les détails, mais tu peux changer, par exemple, les mises en cache. Tu veux que ça soit mis, Ouais. enfin, que tes données soient conservées pendant X temps, ou qu'elles soient, voilà, ou que tel et tel paramètre reste dans tes données en cache sur ton site pour permettre au client que le site justement aille plus vite. Mais il y a plein de paramètres que tu peux modifier, des mémoires que tu peux augmenter. C'est très personnalisable, c'est un peu du sur-mesure, quoi, en fonction de un site qui a pas beaucoup de références, qui a pas beaucoup de photos, il a pas forcément besoin d'un gros serveur, il a pas besoin, enfin voilà, il peut très bien prendre un truc assez classique. Nous, c'est vrai que par exemple, des fois, on fait des opérations commerciales qui sont un envoi d'SMS qui est envoyé à toute notre base de données clients, boutique et e-commerce. Tu peux avoir un pic, je sais pas, 150 personnes en simultané qui se branchent d'un coup d'un seul sur le site. Si tu n'as pas un serveur un minimum robuste ou qui est capable de supporter cette charge, le site peut cracher. Et donc là, c'est ton opération commerciale qui tombe à l'eau, quoi. Ok. Je t'interromps 30 secondes pour te rappeler que j'anime ce podcast dans le cadre de mon agence Kudak. On accompagne les e-commerçants, les startups et les retailers qui dépensent plus de 100 000 € par an en publicité. Mon travail, c'est de maximiser l'efficacité de leurs canaux d'acquisition en ligne. Donc parmi eux, Facebook, Instagram, TikTok, Snap, Pinterest et Google. On s'appuie sur notre studio créatif, le labo et notre département tracking pour proposer à nos clients une expertise growth e-commerce complète qui leur permet d'atteindre leurs objectifs de croissance. Quelques-unes des marques qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui, il y en a plus de 130 mais je vous en donne quelques-unes. Gérard Darrel, Perifit, Fursac, Legal Start, Mobile Club et bien d'autres. Donc si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel de découverte avec un membre de mon équipe sur le lien en description. J'arrête de t'embêter, on reprend l'épisode. D'accord. Oh, alors, rentrons sur le sujet annoncé de sommaire. Merci beaucoup pour ces explications sur le site. Alors, ton premier levier pour le faire grossir, c'est la gestion de ton calendrier commercial et ton offre, plus globalement. Comment toi tu stratégises ça? Le verbe n'existe pas, je pense, stratégiser. Mais je l'ai compris. Comment tu gères, voilà. Alors déjà, il y a tous les événements calendaires qui sont juste gravés dans le marbre et voilà, on a les soldes, on a maintenant le Black Friday, les French Day, on a vraiment voilà, ces opérations-là, qui sont figées, qui existent, qui sont mémorisées et qui sont, quoi qu'il arrive, chaque année reconduites. Et voilà. Après, c'est nous, en fonction de l'activité, en fonction des stocks qu'on va rentrer, en fonction de la vie. On a affronté le Covid, on a affronté des choses comme ça. Donc c'est tous ces petits éléments qui ensuite nous permettent de dire à telle période de l'année, là on va faire une action commerciale. Peut-être qu'elle va être que e-shop, peut-être qu'elle va être boutique et e-shop. Voilà. C'est de se dire ce mois-ci on a rentré je sais pas tel volume de telle marque. On va faire une opération commerciale sur cette marque parce qu'on a de la profondeur de stock, parce qu'on a du volume. Ou alors, à contrario, on va faire un prix réduit sur telle marque ou sur tel produit de telle saison parce que c'est les fins de série, il en reste que quelques-uns, il faut les vendre et on passe à un autre stock, quoi. Donc après, voilà, c'est en fonction un peu de tout ça où nous, on vient intercaler des offres commerciales en parallèle des offres Black Friday, French Day, soldes privés, parce qu'on fait aussi les soldes privés. D'accord, ok. Donc tu as tes marronniers habituels et après tu essaies un peu de créer de la récurrence. C'est ça. Des trucs hors de ces périodes-là plutôt. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Que tu fais comment? C'est toujours je sais pas, c'est un pourcentage sur les déstockages? Ça peut être, non, pas forcément. On essaie justement de jongler aussi sur les offres. On essaie de voir ce que nos clients apprécient, parce que le but est aussi
que ça parle au client, quoi. Donc, des fois, ça va être un pourcentage, des fois, ça va être un montant en valeur, moins X euros des X euros d'achat ou X% des X euros d'achat. Des fois, ça va être, vous achetez pour X euros, vous avez un cadeau, on l'a déjà fait. Des fois, ça va être par palier, ça veut dire vous achetez, je sais pas, à partir de 99 euros, vous avez X euros, à partir de 249, c'est X euros, et à partir de 499, ça va être Ok. X euros. On essaye de varier un peu les modes, les offres plutôt, pour pas que ça soit tout le temps redondant, et que les clients s'y retrouvent. Voir ce qui leur parle le plus. Il y en a qui sont beaucoup plus sensibles au pourcentage, d'autres qui sont beaucoup plus sensibles à la valeur. Par exemple, dire 10 euros offerts des X euros d'achat. Donc voilà, c'est essayer de parler un peu à tout le monde et de jongler un peu avec ses offres. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas une façon unique de décider si là, il faut faire un pourcentage dans telle situation, par exemple sur les déstockages, on aime bien Non. faire tant de pourcents. Non, généralement, on se réunit, on se fait un petit point en interne et on se dit, bah voilà, là, il faut faire une opération commerciale à telle date et elle va s'articuler de telle manière. On débat, on voit, ok, pas ok, on en parle et après, on met en place. Donc c'est au cas par cas. Ouais. Ce qui fait, en fait, du coup, vous devez avoir pas mal d'opérations. En fait, vous êtes tout au long de l'année, tu te retrouves à avoir combien d'opérations commerciales si tu comptes les marronniers, tes sorties, Alors le etc. chiffre exact, je saurais pas te le dire, mais il y en a beaucoup, hein. Je pense on est bien à une, en tout cas sur la partie e-commerce, on est bien à une ou deux par mois. Ok, ouais. Comment tu fais du coup hors période de promo, Promotion. trucs comme ça, c'est que ça vend plus du tout. C'est pas que ça vend pas du tout, ça vend, mais l'activité se calme Ok, forcément. ouais. Surtout que les clients, quand ils sont effectivement habitués à avoir des coupons de réduction, ce genre de choses, Ils attendent. souvent ils attendent. Ouais. Voilà. Donc voilà. Donc non, l'activité ne s'arrête pas parce qu'encore une fois, on a des clients internationaux, on a des clients qui. En fait, nous, notre force, c'est on a des produits que les gens ne trouvent nulle part Ouais, ailleurs. c'est l'offre. C'est l'offre, voilà. Et du coup, il y en a les personnes qui sont vraiment adeptes de belles pièces, de pièces rares, de pièces uniques. En fait, ils savent que déjà, même si on n'est pas en opération commerciale, Ouais, on est promo, moins pas cher. promo. Ouais. Voilà, on est moins. Et puis de toute façon, on est moins cher que la marque officielle. On est généralement à peu près 2 fois moins cher que dans la boutique officielle. Donc promo, pas promo, ils achètent. Voilà, ils veulent le produit plus que le prix. On a ces clients-là. Et on a d'autres clients qui, eux, veulent la meilleure affaire possible et qui, eux, attendent du coup les opérations commerciales. D'accord. Ok. Très clair. Donc ça nous a fait une transition d'ailleurs un peu naturelle vers le second point qui est celui de l'offre, en fait, des marques que tu proposes. Qu'en fait aujourd'hui, plutôt que d'essayer de manipuler des promos, etc., juste sortir la bonne marque au bon moment ou la rentrer sur votre site, c'est game changer pour tes chiffres. Ouais, c'est très important. Et Ouais. pourtant, en interne, c'est pas toi qui vas directement dealer avec les marques. Non. Ok. On a un responsable des achats qui gère ça, qui est depuis la création de la piscine, c'est lui qui gère ça. Il a ses contacts, ses Ouais. fournisseurs historiques, il a des maisons qui font confiance qu'à lui. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a des pièces rares et uniques que les autres n'ont pas. On a vraiment, ça je lui tire mon chapeau pour ça. Il arrive vraiment à trouver les bonnes pièces. Enfin, vraiment, il maîtrise. Voilà, il est vraiment. Ça fait des années qu'il fait ça. On n'a rien à lui apprendre là-dessus. Et non, il trouve vraiment ce que les clients cherchent. Je veux dire, vraiment pour ça, on a vraiment des bons retours de nos clients sur nos produits parce qu'ils les trouvent pas ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, grâce à lui, entre autres, on fait des ventes en Australie, on fait des ventes au Japon, on fait des ventes aux États-Unis, au Royaume-Uni, parce que les gens n'ont pas ces pièces-là. Ils n'arrivent pas à les trouver là-bas. J'ai des gens, c'est déjà arrivé plusieurs fois, qui payent plus cher en frais de port qu'en produit, parce qu'ils n'ont pas le produit là-bas et qu'ils le veulent absolument. J'ai un client pour une paire de Swims, par exemple, donc c'est une marque de paires de chaussures, qui a dépensé plus pour se le faire expédier en Guadeloupe que le prix de la paire de chaussures. Parce que c'est le produit. Il veut ce produit-là et qu'il ne le trouve pas. Et quel est ton rôle, toi, dans cette mise en valeur des des nouveaux produits, nouvelles collections, nouvelles marques, etc. qui arrivent? Moi, ma bataille, entre guillemets, c'est de réussir, quand les achats, du coup, rentrent dans l'entrepôt,
c'est de réussir à choper les bonnes pièces, celles qui vont parler à mes clients sur la partie digitale. Et étant donné qu'on a, comme je te disais tout à l'heure, on est un outlet store, des fois on n'a que un manteau dans une seule taille, une seule coloris. Donc on a 9 boutiques, il y en a qu'un, on peut pas la couper en 9. Donc du coup, c'est de choper la bonne pièce au bon moment et celle qui va parler à mes clients. Donc nous, comme je te disais, voilà, en fait, on a 10-20% du stock qui est commun à tout le monde parce que là, on va avoir les séries, on va avoir les profondeurs, on va avoir, je dis une bêtise, mais 10 S, 10 M, 10 L et 10 XL. Donc on va pouvoir en mettre une série partout dans chaque magasin et donc là, on l'aura tous. Mais par contre, on peut avoir ton t-shirt, on peut en avoir qu'un seul, dans une seule taille, une seule coloris, donc on peut servir qu'un magasin pour ton t-shirt. Ok, et donc ça veut dire que c'est toi qui fait la sélection pour ce qui va apparaître sur le site. C'est ouais, moi et le styliste Ok, ouais. lorsqu'il organise ses shootings, où là il prend des pièces, il va faire ses sélections. Moi je suis plus au niveau des sélections, je suis plus dans un rôle où, connaissant très bien la maison, connaissant très bien l'entrepôt, connaissant ce qui va rentrer, Tu... d'essayer de, voilà, de flairer L'intuition, ouais. voilà, d'avoir l'intuition. Et ensuite, derrière, soit je vais chercher, soit derrière, je dis à mon styliste, voilà, là, on a reçu ci, là, on a reçu ça, va voir ci, va voir ça. Et lui aussi, quand il prépare ses shootings, derrière, il fait ses sélections dans l'entrepôt, etc. Ok. Et donc toi, dans le process, tu arrives à te placer avant la sélection des boutiques. Si jamais tu veux une pièce et qu'elle est disponible en une, deux fois. Pas forcément, non, Ouais. parce qu'aujourd'hui, les boutiques génèrent encore plus de chiffres que Ouais. notre e-commerce. Donc, on leur laisse quand même la primeur de choisir les pièces en priorité. Après, sur certaines pièces, j'arrive effectivement à demander à ce que ça soit réservé pour le e-commerce. Parce que soit c'est un produit où je sais que ça va se vendre, ou alors parce que c'est aussi une marque, un produit d'appel peut-être que je vais pas moi, peut-être pas le vendre là tout de suite dans l'immédiat, mais il va me permettre de capter de nouveaux clients pour lesquels la marque va parler, ce genre de choses. Donc on a besoin aussi de produits un peu forts pour que les clients s'intéressent aussi au e-commerce, quoi. Et il y a des goûts différents entre les publics des boutiques et les utilisateurs de ton site. En fait, je me pose la question, est-ce que parfois il y a des pièces que toi tu veux et que les boutiques veulent pas ou l'inverse? Ça peut arriver. Ouais, Alors en plus, il faut dire que nous, en fait, chaque boutique, on a essayé de donner une identité à chacun de nos magasins. d'accord. Donc on va avoir par exemple la boutique du Marais à Franc-Bourgeois qui est très créateur, très pièce un peu différentes, pas forcément des pièces commerciales, mais vraiment des pièces travaillées, de créateurs, un peu atypiques, etc. Donc là, toutes ces pièces un peu comme ça, on les envoie vraiment à Franc-Bourgeois. Donc voilà, on essaye de donner vraiment une identité à chaque magasin. Donc pour répondre à ta question, oui, on sait qu'il y a des pièces qui vont plus parler dans tel ou tel magasin que dans l'autre. Et donc dans ce cas-là, on privilégie ces boutiques. Ok. Ce qui risque d'ailleurs de pas mal évoluer en fait si jamais vous arrivez à synchroniser les flux e-commerce et boutique, où tu as la notion de priorisation, enfin qui sera un peu différente. Ça sera complètement différent parce que pour moi, en fait, la seule contrainte, ça va être une contrainte entre guillemets de temps, c'est-à-dire que le stock va rentrer, il va falloir vite le prendre en photo et vite l'envoyer après, enfin l'informatiser et l'envoyer dans nos magasins. Mais pour moi, ça résout beaucoup de soucis parce que déjà, c'est du stock, moi, c'est du stock en plus sur mon e-commerce, des marques en plus parce que des fois, comme je t'ai dit, on n'a pas toutes les tailles, donc des fois, il y a des marques que moi, je n'ai pas sur le site mais qui sont disponibles en magasin. Donc moi, je vais pouvoir étoffer mon offre de produits. Et puis même d'un point de vue logistique, je ne vais plus stocker, puisque toutes les pièces seront en magasin. Ah ouais, monstre. Donc c'est une vraie aubaine pour moi. Ouais. Et donc ça, vous êtes en train de le mettre en place avec Presta. Ouais, on est en train de commencer à dessiner comment le travailler, comment le mettre en place, comment faire en sorte que ça soit bien huilé, que ça fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il y ait pas... Parce que moi, il y a vraiment un truc qui me tient à cœur, c'est la satisfaction client. C'est un point d'honneur pour moi. Et je me dis, voilà, un truc qui est mal conçu, mal réfléchi ou mal optimisé, j'aime pas annuler des commandes, j'aime pas décevoir un client. J'aime pas dire au client, je suis désolé, mais finalement le produit n'est pas disponible. Parce que ça crée de la frustration. Potentiellement, que le client peut mal le prendre, peut ne plus revenir chez toi, ne plus avoir envie de commander chez toi parce que il n'a pas eu ce qu'il voulait une fois. Et pour moi, le proverbe le client est roi, ouais, pour moi, il est clairement roi. Et encore plus aujourd'hui, il a pléthore d'offres sur la toile. Donc ouais, non, je mets vraiment un point d'honneur à ça. Il faut que ça soit bien huilé parce que il faut que si l'informatique te dit, ouais, cette pièce a été vendue, elle est disponible dans tel magasin, il faut qu'elle y soit. Ouais. Et il faut qu'elle y soit réellement et que les stocks se mettent à jour en temps réel. Et il faut limite que ça crée une alerte pour prévenir le magasin que le e-commerce a vendu une pièce qui est dans sa boutique, qu'elle soit retirée de la vente.
Donc c'est tout un... Et du coup, c'est un chantier qui est long. En fait, ça dépend des structures et ça dépend de ton degré d'informatisation de tes stocks. Et donc là, pour 8 ou 9 boutiques. Pour nous, ça peut être long. En fait, faut mettre en place, et c'est là où on se rendra compte vraiment des choses où on doit se perfectionner. Mettre la passerelle entre les deux, c'est pas forcément long, Ouais, c'est pas forcément compliqué. Maintenant, faire en sorte que ça fonctionne bien, que ça soit bien huilé et que les stocks soient bien au bon endroit, etc., ça demande, selon moi, une discipline méga carrée. Ça veut dire qu'un transfert de pièces d'une boutique à une autre, informatiquement, il faut que ça soit tracé. Il faut qu'on puisse savoir que cette pièce qui était dans telle boutique est passée dans telle autre boutique. Parce que moi, si je la vends, il faut que je sache que la pièce n'est plus à Franc-Bourgeois, mais qu'elle est à Marbeuf, par d'accord. exemple. Ok. Et donc ça veut dire en fait, limite, c'est autant un travail d'intégration informatique que de formation des personnes dans les magasins. Ouais, Ok. complètement. Ouais, ouais. Et il faut que les stocks soient tous bien informatisés, que le site internet informatise ses stocks comme c'est informatisé dans les magasins. Il faut créer une cohérence entre les boutiques, le site internet, et que les gens soient effectivement formés à respecter, à comprendre et à respecter les process, quoi. Et à partir de là, tout roule, hein. D'accord. Et sinon, il y a les modules qui vont bien sur PrestaShop pour faire les trucs. Ouais, ouais, en fait, notre logiciel de caisse a son Ok. module qui est intégrable sur PrestaShop. Ok. C'est quoi votre logiciel de caisse? Sol 6. Ok. Je demande pour les auditeurs. Je n'ai absolument aucune connaissance sur ce sujet-là non plus. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Alors, le troisième et dernier sujet, c'est celui de ton CRM, parce que vous avez quand même pas mal de clients en base, qui vous permettent, ils vous donnent une bonne liberté de faire pas mal de choses. Tu l'exploites comment, toi, cette base client? J'exploite comment? C'est-à-dire, en fait, on essaye de faire des actions, des fois commerciales, justement en fonction du profil de nos clients, Ouais. en fonction des âges, en fonction du sexe, en fonction de l'appétence pour une marque plus qu'une autre, en fonction des achats. On dit souvent que 80% des clients génèrent 20% du chiffre d'affaires et 20% des clients génèrent 80% du chiffre d'affaires. Donc c'est 20% de clients qui génèrent 80%. Il faut les chouchouter, voilà. Donc nous, c'est vrai que notre base de données, on la travaille dans ce sens-là. On essaye Ouais. de faire une cartographie un petit peu d'une typologie de nos clients pour se dire, pour les travailler individuellement. C'est-à-dire dire, par exemple, ces clients-là, ils sont adeptes de telle marque, ils n'achètent aucune autre marque. On va leur envoyer quelque chose vraiment qui leur parle, qui parle que de la marque qu'ils consomment. On va essayer de dire, là, on a un produit peut-être un peu plus jeune, etc. On va cibler les clients plus de telle tranche d'âge, etc. Donc c'est en ça, de cette manière qu'on va étudier et traiter notre base de données clients. D'accord. Et donc, en fait, c'est un travail de segmentation, surtout. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Et donc, selon les produits qui ont été achetés, etc., vous avez des séquences ou alors de l'animation de communauté. Comment ça fonctionne, en fait, aujourd'hui? Le sujet CRM, pour vous, ça veut dire quoi? Alors, moi, en fait, ce que j'appelle CRM, c'est surtout le Presta déjà en lui-même, qui pour moi est un CRM. Maintenant, la base de données en tant que telle, bon, déjà, on a une base de données qui est énorme. Ouais. On a beaucoup, beaucoup de clients dans cette base de données. Donc, on essaye de travailler. Bon, par exemple, on peut essayer par exemple de faire du réengagement client. Donc, tous ceux qui sont plus actifs ou qui n'ont pas acheté depuis longtemps, on va extraire ces parties-là pour la travailler par une newsletter, par une offre, par quelque chose. Voilà, on essaye. On va essayer. Enfin, c'est de la segmentation, hein, Ouais. c'est ça, hein. On va segmenter encore une fois ceux qui achètent telle marque, ceux qui sont appétents pour des produits beaucoup plus jeunes ou des produits beaucoup plus haut de gamme ou des marques populaires ou des choses comme ça. Et c'est en ça qu'on essaie de travailler la base et de faire de la communication et du traitement un peu personnalisé. Quand j'ai travaillé chez La Piscine entre 2008 et 2010 en boutique, ce que j'aime beaucoup, c'est la relation avec le client. Dans le digital, tu perds un peu cette relation avec le client parce que c'est par écran interposé, tu l'as pas en face de toi. Mais je pense que ça reste pour moi le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'un client qui a l'impression que tu lui parles à lui directement, que tu lui envoies quelque chose qui est pour lui, que tu as réfléchi à ce que tu lui as envoyé, que c'est pas quelque chose que tu as balancé à tout le monde et voilà, tenez, débrouillez-vous. Non, un client qui, selon moi, pense que tu as travaillé pour lui en lui proposant quelque chose parce que tu sais que ça va lui plaire ou parce que tu sais qu'il est sensible à ci ou à ça. Pour moi, c'est important et je pense que le client se sent important
et du coup va aller voir derrière ce que tu lui as préparé et ce que tu lui as présenté, enfin ce que tu veux lui présenter. Donc j'essaye de faire pas mal de segmentation, pas mal de travail un peu personnalisé, malgré qu'on soit sur du digital et qu'on soit pas l'un en face de l'autre. Par exemple, sur la notion de service client, je privilégie beaucoup le téléphone. Alors que pourtant, beaucoup de sites, c'est les emails. Mais je trouve que l'email, c'est très, je sais pas, c'est un côté pour moi très froid, très impersonnel, alors que le téléphone, tu peux t'expliquer, tu peux parler, tu peux recevoir l'avis du client, tu peux récolter beaucoup d'informations. Et les informations les plus capitales sont celles de tes clients. C'est parce que quand tu baignes toute la journée dans un site, en plus avec la piscine, donc voilà, t'es en plein dedans, mais tu finis par plus voir forcément certaines choses, par plus voir forcément l'essentiel, parce que tu le connais par cœur. C'est-à-dire que limite, tu me bandes les yeux, je peux presque naviguer sur mon site. Mais du coup, le client, il a un regard qui est complètement différent. En plus, tu as le client régulier qui, lui, te voit tout le temps et va repérer des choses de longue date ou des choses récurrentes. Ou voilà. Et tu as le client qui vient pour la première fois et qui a un avis tout neuf et qui va après chez plein d'autres concurrents et qui peut comparer, etc. Et moi, je trouve que la notion de relation client et la récolte d'avis, elle est capitale parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, de grandir. Très souvent, on a des clients qui nous ont remonté un bug que nous-mêmes, on n'a pas décelé, mais parce que c'est eux qui sont en train de naviguer. Nous, on est beaucoup sur des ordinateurs au travail. On navigue avec les ordinateurs, on travaille avec les ordinateurs. Mais 80% de nos clients sont sur des mobiles. Donc, il y a des choses que tu ne vois pas forcément directement et que le client peut te remonter ou peut enfin, t'interpeller sur certaines choses, quoi. Ok. J'ai un peu dévié du coup. Non, maintenant c'est totalement dans la réponse à la question. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ok, et ben écoute, on peut conclure en parlant de ton équipe parce que aujourd'hui vous êtes 4 plus toi. C'est ça. Ouais. Ouais, donc il y a un logisticien. Enfin, il s'occupe de tout ce qui est saisie des stocks, donc informatisation des stocks, service client et préparation de commandes. Donc il a vraiment. On est un peu tous multicasquettes, c'est important dans notre société. Moi, comme je leur dis très souvent, j'ai besoin du. Enfin, en fait, on est une équipe, on est soudés, on doit tous s'entraider les uns les autres. Pour moi, le poste, l'intitulé du poste n'a aucune valeur. Enfin, c'est pas important pour moi. Pour moi, c'est vraiment, on doit tous tirer dans le même sens et monter la société enfin, tirer la société vers le haut et voilà. Donc, on s'entraide tous les uns les autres. Donc, tu as effectivement ce logisticien qui fait de la logistique du service client. Tu as donc la graphiste qui touche à tout ce qui est image, donc ça détourage des photos, newsletter, flyer pour nos magasins, comment dirais-je, les vinyles qu'on peut placarder sur nos vitrines, tout ce qui est communication visuelle, tout ce qui est visuel pour l'entité La Piscine, c'est elle qui va gérer ça. Et on a donc le styliste qui gère donc le choix des produits, qui va convoquer les modèles, convoquer le photographe, réaliser ses journées de shooting, décrire les produits dans la perspective donc d'être mis en ligne. Et donc après une personne qui gère l'aspect technique, comme on parlait, le débugage de modules, l'amélioration, l'optimisation du serveur, les refontes, etc. Et donc moi qui chapeaute un peu toute l'activité, qui vient prêter main forte à ceux qui sont en surcharge de travail et qui gère en parallèle les demandes, enfin les prestataires, les litiges un peu plus importants. On parlait tout à l'heure des sélections de pièces à certains moments, qui va faire le lien entre le e-commerce et les boutiques, entre le e-commerce et la direction, voilà. Donc moi je suis un peu le maillon, enfin la pièce circulaire de cette équipe. Voilà, je donne l'impulsion et je vérifie que tout soit fait, que tout fonctionne bien, que tout soit correct et voilà, on essaye d'avancer comme ça. Écoute, Charles, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je crois qu'on touche à la fin. Je t'ai parlé de tous les trucs dont j'avais envie de te parler. Merci à toi, Théo. Donc c'était un plaisir de t'entendre parler. J'ai particulièrement aimé la partie sur le site internet au démarrage. Donc merci beaucoup. On va pouvoir tranquillement dire au revoir à nos auditeurs et ceux qui nous regardent sur YouTube. On vous embrasse. Écoute, tu peux les regarder, ils sont juste là, si tu veux. Au revoir, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi l'interview. Et ciao, et à la semaine prochaine.